Angela Merkel dans un quotidien allemand hier. Selon la traduction d'ailleurs, c'est différent, elle parle de confrontation ou de relations conflictuelles avec Emmanuel Macron. À l'Élysée, on pointe d'ailleurs ce problème de traduction. Est-ce que vous êtes inquiet sur les relations franco-allemandes? Est-ce qu'elles sont en question? Ce n'est pas moi qui suis inquiet, c'est manifestement Madame Merkel, même s'il semble y avoir un doute sur la traduction de son interview. Ce qui est vrai, c'est que Emmanuel Macron donne souvent beaucoup de leçons de morale à ses partenaires sans pouvoir être lui-même exemplaire. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle du couple franco-allemand, je veux bien, mais je ne suis pas certain que la France ait mis en œuvre les réformes structurelles que l'Allemagne a faites et a eu le courage de mettre en œuvre il y a déjà plusieurs années. Lorsque je vois que nous travaillons 300 heures de moins que les Allemands par an, je me dis bien que nous devrions arrêter de donner des leçons de morale aux Allemands, et pas seulement aux Allemands d'ailleurs, à beaucoup de nos partenaires européens. Je pense aussi à l'Italie et évidemment à la Hongrie. Vous faites partie des politiques français qui pensent qu'il faut s'inspirer davantage de l'Allemagne. Vous évoquiez le temps de travail notamment, mais il y a une contrepartie, il y a une précarité aussi plus grande sur le marché du travail allemand. Vous pensez qu'il faut continuer à s'inspirer du modèle allemand? J'ai toujours pensé qu'il fallait mieux qu'une personne travaille et retrouve sa dignité plutôt que de rester au chômage. Donc j'estime que le modèle allemand doit être une source d'inspiration sur plusieurs aspects, et notamment sur les réformes structurelles, encore une fois, qu'elle a eu le courage de mettre en œuvre. Et je pense au fait aujourd'hui que nous ne travaillons pas suffisamment dans notre pays et que lorsque l'Allemagne travaille 300 heures de plus par an, oui, l'Allemagne, à ce stade-là, est une source d'inspiration. Y compris sur les questions d'immigration qui ont fait débat il y a quelques mois. Madame Merkel a fait un choix d'accueillir massivement des réfugiés. Ça lui a un petit peu coûté. Aujourd'hui, vous pensez que c'était un bon choix ? Alors, je n'ai pas du tout suivi Mme Merkel sur sa politique migratoire où elle a commis beaucoup d'erreurs. Et d'ailleurs, nous avons aujourd'hui, regardé en France, un taux record d'entrée sur le territoire français. Nous avons un nombre d'autorisations de titres de séjour qui n'a jamais été aussi important depuis 42 ans. Et ça, je le déplore. Et on n'est pas obligé d'aller en Allemagne pour recenser des erreurs en matière migratoire. Il suffit de rester en France. Et la politique migratoire d'Emmanuel Macron ne nous convient pas. C'est la raison pour laquelle il faut une rupture. Et ce que nous proposons au sein des Républicains, autour de Laurent Wauquiez et de François-Xavier Bellamy dans cette campagne européenne, c'est pour mettre fin à l'immigration de masse. Je vous rappelle que 500 à 1000 clandestins rentrent clandestinement, donc en France, par Vintimille, chaque semaine. Nous souhaitons mettre en œuvre une frontière extérieure à l'Union européenne, c'est celle de l'espace Schengen, mais aussi une frontière nationale, c'est-à-dire une double protection aux frontières, et ce, tant que les frontières extérieures de l'Union européenne ne seront pas étanches. Double protection, c'est une vraie différence que nous avons avec Emmanuel Macron et Nathalie Loiseau. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe avec cette droite allemande? Elle veut, par exemple, que le siège permanent de la France au Conseil des Nations Unies, enfin que la France le perde. Comment vous l'interprétez? C'est une perte d'influence de la France? C'est des provocations en série? Je ne suis pas d'accord à ce que la France, aujourd'hui, abandonne son siège au Conseil de sécurité de l'ONU. Il n'y a aucune raison qu'on puisse imaginer, par exemple, qu'il y ait un siège pour l'Union européenne en plus de la France. Pourquoi pas? Mais ce n'est pas parce qu'on est européen qu'on oublie son patriotisme. Et d'ailleurs, j'ai une vraie différence avec Emmanuel Macron sur la philosophie. Lorsqu'Emmanuel Macron nous parle de souveraineté européenne, ça veut dire qu'au fond de lui, et je pense que c'est très sincère, c'est ça le pire chez lui, au fond de lui, il considère que la souveraineté française et que la souveraineté des nations qui composent l'Union européenne doit se diluer dans une Europe devenue informe et quasi fédérale. Et lorsqu'Emmanuel Macron envisage d'élargir l'Union européenne, notamment aux pays des Balkans, lorsqu'il dit... C'est pas dans le programme. Hein. Mais écoutez, vous savez que... Parce qu'évidemment, ils l'ont bien masqué du programme. Quel discours? Mais discours de Trieste. Observez-les et lisez-les religieusement. Discours de Trieste, il est clairement dit que la perspective d'élargissement au pays des Balkans, et il faut que nos téléspectateurs le sachent, c'est-à-dire Albanie, Serbie, Monténégro, les négociations vont reprendre au lendemain des élections européennes. Lorsqu'il va en Roumanie, il s'exprime devant nos concitoyens français installés en Roumanie. Il leur dit oui, la Roumanie doit rentrer dans l'espace Schengen, c'est-à-dire dans cet espace de libre circulation. Nous avons de vraies différences avec la liste de Nathalie Loiseau. C'est que nous nous engageons durant la prochaine mandature à refuser
toute perspective d'élargissement au pays des Balkans, comme toute perspective de l'entrée de la Roumanie et de la Bulgarie dans l'espace Schengen. Et nous allons plus loin. Nous disons que pour des raisons culturelles, nous refuserons définitivement, je vous dis définitivement alors que je n'aime pas être définitif, l'adhésion de la Turquie dans l'Union européenne. Pourquoi pour des raisons culturelles? Parce que lorsque j'étais gamin, je me souviens, et que j'ouvrais mes livres de géographie, et que j'arrivais sur la Turquie, je n'étais pas dans le chapitre de l'Europe, j'étais dans celui de l'Asie mineure. Le sondage ELAB de mercredi enregistre une baisse de 3 points de LR, qui est à 11%. D'autres le placent effectivement, cette liste à 14. Est-ce qu'on n'a pas atteint là une forme de plafond? Je demande aux journalistes de comparer l'affluence qui existe dans les réunions publiques de François-Xavier Bellamy et de celle de Nathalie Loiseau. Et vous allez voir que nous explosons le compteur. Mais pourquoi? Parce que la droite est en train de retrouver sa source. Parce que nous avons un message clair pas et dans les positif. sondages, hein. Même que le 14%. grand mérite de notre campagne, mais encore une fois, les sondages, ça ne m'intéresse pas. Bien sûr qu'on les regarde, c'est toujours une photographie peut-être à l'instant T, mais je sens qu'il y a aujourd'hui une vague sur le terrain en faveur de notre liste, parce que nous avons un message positif. Parce que le grand mérite de notre campagne, c'est celui de la clarté. Et observez une chose, c'est que je vous disais tout à l'heure, parce que je suis honnête intellectuellement, qu'Emmanuel Macron avait été positif durant la campagne présidentielle. Mais il ne l'est plus. Il utilise un argument aujourd'hui qui a l'air très efficace, c'est celui du vote utile. Non. Votez pour la liste macroniste et on fera barrage au Rassemblement national. Est-ce que c'est pas ça qui est en train de vous faire du tort? C'est efficace pour les commentaires journalistiques. Mais au fond, en se réduisant à cet argument, Emmanuel Macron est devenu un adepte de la stratégie du rejet. Il est passé de positif à négatif. Il ne fait donc plus envie. Parce que lorsque vous êtes réduit à tenter de susciter l'adhésion par le rejet d'un prétendu adversaire, c'est qu'au fond, vous n'avez plus rien à dire. Et nous avons beaucoup de choses à dire aux Français. Et encore une fois, le grand mérite de notre campagne, c'est celui de la clarté. Nous assumons d'être de droite. Nous sommes patriotes, mais aussi européens. Et nous voulons redonner un sens au projet européen en réaffirmant notre culture, notre civilisation. Et c'est exactement ce que le peuple de droite aujourd'hui attend. Il y a 60 000 affiches qui vont être placardées avec la photo du président de la République, avec le sous-titre « Je vote pour la liste Renaissance le 26 mai ». C'est le président de la République, c'est donc le candidat, c'est ça que... Au moins c'est clair. Mais c'est triste, plus que d'être clair. Parce que lorsqu'un président de la République est obligé de venir au chevet de sa candidate, lorsqu'un président de la République est réduit à se mettre sur une affiche alors qu'il n'est pas lui-même candidat, j'estime que c'est triste et qu'au fond, ils n'ont plus grand-chose à dire, ils n'ont plus grand-chose à proposer et ils n'ont personne à afficher. C'est une situation assez inédite de voir un président de la République comme ça sur une affiche. En même temps, est-ce que la République En Marche n'a pas fait le même choix que vous, c'est-à-dire d'innover, de mettre sur le devant de la scène quelqu'un qu'on n'a pas l'habitude de voir? C'est une forme aussi de régénération de la vie politique, n'est-ce pas? Vous trouvez que Nathalie Loiseau régénère la vie politique? Moi, je trouve qu'elle l'a réduit à pas grand-chose. Parce que, honnêtement, Madame Loiseau... C'est une bonne spécialiste des questions européennes. Oui, enfin, la seule chose que l'on sache pour l'instant de Madame Loiseau, c'est qu'elle fut d'extrême droite. Mais on ne sait pas grand-chose d'autre d'elle. Alors que François-Xavier Bellamy, qui est nouveau effectivement dans la vie politique, il est avant tout philosophe, il est avant tout enseignant. Vous n'étiez pas très favorable à François-Xavier Bellamy au départ, au tout départ. Je me rappelle sur ce plateau, au départ quand vous étiez venu. Ah bah écoutez... vous étiez nombreux à ne pas être très favorable. Faites le replay de notre émission. Je l'ai fait. Je ne me souviens pas effectivement que nous n'étions pas favorables. Mais surtout, nous l'avons découvert, François-Xavier. Et moi, je sais gré à Laurent Wauquiez d'avoir découvert, choisi et imposé, parce que nous savions que c'était aussi un choix difficile, qu'il y avait des réserves qui pouvaient être légitimes sur quelqu'un que nous ne connaissions pas. Et en fait, tous ceux qui aujourd'hui rencontrent et écoutent François-Xavier l'apprécient, sont conquis. Tous ceux qui rencontrent et écoutent Madame Loiseau apparaissent dépités. Donc avouez quand même que nous avons un bien meilleur candidat que La République En Marche.